La France vient de subir les pires attaques terroristes de son histoire. Ils ont tué. J'étais entourée de morts. Il est 21h17 quand une première détonation est entendue jusqu'à l'intérieur du stade. 2 minutes s'écoulent, puis... Une nuit d'horreur vient de commencer. Aux abords du Stade de France, 2 kamikazes viennent de se faire exploser à 10 minutes d'intervalle. Au même moment, des bars et restaurants de la capitale sont les cibles d'un commando armé. 3 hommes mitraillent les terrasses bondées. Des blessés étendus sur le sol, des cris et des passants qui s'affolent. Courez! Il y a des attentats! Le bilan est lourd. 39 morts et de nombreux blessés. Mais l'attaque la plus meurtrière, c'est celle du Bataclan. Au Bataclan, il était qui? Alors, oui, on se même des blessés. Il y a une fusillade au Bataclan! Rentrez chez vous, reculez! Les policiers donnent l'assaut. Il est minuit 21, l'opération est terminée. La fin de 3 heures sanglantes. Jamais Paris et la France n'avaient été attaqués de la sorte. On était venus pour sécuriser le secteur pour la rencontre entre la France et l'Allemagne. Quand le match commence, on a un petit temps libre et là on prend la pause repas. Et c'est ce qu'on faisait au moment où il y a eu la première explosion. Ce vendredi soir, j'étais avec mon mari, nous étions à notre domicile et nous avons notre petit garçon de 9 ans qui est arrivé et qui nous a dit il y a eu un boom au stade. C'était une triste journée, on enterrait notre grand-mère avec mon épouse et on rentre à la maison, on est avec tous les enfants, on regarde la télé, mon fils regarde le match. Et puis les enfants vont descendre rapidement en disant il se passe quelque chose, mettez les infos. J'ai mon directeur qui m'a téléphoné vers peut-être 21h30, 22h pour me dire Dominique, écoutez, il se passe des choses à Paris, on aura peut-être besoin de vous en renfort. Je suis à un concert avec des amis jusqu'à ce que dans la soirée, une de mes amies avec un air un peu sombre est sur son téléphone et me dit il se passe un truc bizarre. Je regarde mon téléphone, je vois des appels de ma chef et là du coup je la rappelle et j'apprends un petit peu ce qui se passe dans Paris. Nous commémorons les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés. Lors de cette terrible nuit et des jours qui ont suivi, des policiers de la France entière ont été mobilisés. Je vous emmène à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui ont été marqués pour toute la vie par ce qui s'est passé ce soir-là. Le 13 novembre 2015, Dominique est chef de section à la compagnie républicaine de sécurité de Vaucresson. Venu pour sécuriser le secteur du Stade de France à l'occasion du match France-Allemagne, il s'attend à une mission ordinaire. On entend une énorme détonation, on s'est regardé, les collègues et moi, on était surpris par l'intensité, la puissance de l'explosion. Et on a trouvé ça étrange. Et très rapidement, il y a une seconde explosion. Et là, on a compris que c'était sérieux, quoi. On entendait sur les messages radio qui étaient de plus en plus alarmistes, où on comprenait qu'il y avait véritablement un attentat. Et je me rappelle qu'on a déployé une section, c'était la première section, qui était le plus proche d'ici, qui a été envoyée en reconnaissance pour voir ce qui se passait. Et les collègues sont arrivés sur les lieux où il y avait des débris humains par terre, quoi. Et ensuite, on nous a demandé à nous, à notre compagnie, de veiller au bon écoulement de la foule qui a évacué le stade et qui allait principalement en direction des 2 gares RATP dans le coin, quoi. Parce que pendant tout un moment, en fait, les gens restent à l'intérieur du stade, le match s'est arrêté. Oui. Comment c'est autour du Stade de France? Pendant le match, il y a beaucoup moins de monde. Il reste les commerçants, il y a quelques retardataires qui peuvent arriver, mais heureusement, la foule est peu nombreuse. Et c'est grâce à ça que finalement, il y a eu peu de victimes. Et toi, tu réalises à ce moment-là l'ampleur des événements, l'ampleur de ces attentats? Je comprends que c'est très grave, d'autant plus que j'entends également à la radio que les attentats se poursuivent dans Paris. Et je me rappelle du décompte des morts qui augmentait à chaque message. Donc là je mesurais bien la gravité de l'événement et je donnais surtout pour instruction à mes collègues de garder leur sang-froid, mais d'être extrêmement vigilants et de contrôler à distance qu'il n'y avait pas d'autres kamikazes avec des bombes sous leur manteau. Donc à distance, on demandait aux gens qui avaient des grands manteaux, un peu comme moi aujourd'hui,
de les ouvrir pour montrer qu'il n'y avait pas d'explosifs sur eux. Mais la foule est restée calme. Il n'y a pas eu de mouvement de panique, il n'y avait pas de cris. Et ils ont suivi nos injonctions sans difficulté parce que je pense que l'immense majorité des gens avaient déjà appris qu'il y avait des attentats. Donc en fait, au moment où la décision d'évacuation a été prise, les spectateurs sortaient par les portes et on peut peut-être refaire le chemin, aller voir ensemble vers où ils sont passés. Bah pour moi, ils allaient dans cette direction. C'était bien sur ce secteur-là. Et au départ, on était stationné dans une des rues qui est ici, là. Les rues perpendiculaires. Et d'ici, en fait, vous avez entendu l'explosion. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, vu qu'on était assez loin, c'est là qu'on a compris que c'était pas qu'un pétard, quoi. Parce qu'on était loin et les 3 explosions, on les a bien entendues. Et toi, qui fais du maintien de l'ordre, tu as l'habitude d'avoir ces bruits qui sont ces bruits de pétards. Mais là, le bruit était beaucoup plus fort, beaucoup plus sec, quoi. Et ensuite, c'est surtout la fréquence. Vu que le deuxième est arrivé, je sais pas, enfin c'est difficile de parler du temps, mais c'est peut-être arrivé 1 minute après, quoi. Donc là, ça faisait beaucoup. Et ensuite, il y a eu les alertes des gens, enfin qui étaient au niveau de l'esplanade. Qui ont téléphoné, qui ont fait le 17, etc. Mais à ce moment-là, on ne sait pas ce qui peut encore se passer. Non. Moi, en fait, vraiment, la question que je me posais, c'est est-ce que c'était la fin de l'action sur le Stade de France ou est-ce que l'action allait se poursuivre? Parce que là, on savait qu'il y avait eu 3 explosions, on ne savait pas si ça allait s'arrêter là. Et d'autant plus que très rapidement, on entendait que sur Paris, les attentats se poursuivaient avec d'autres moyens. Jusqu'à notre départ ici, on ne savait pas si c'était fini. Heureusement, là où on a eu de la chance finalement, c'est que les stadiers avaient bloqué les kamikazes qui voulaient rentrer au départ dans le stade. Et ce qui fait que quand ils ont déclenché leur bombe, il n'y avait pas une foule énorme, quoi. Et donc la foule évacue et là il y a quelque chose qui t'a marqué, tu as un souvenir moi, le souvenir que j'ai, c'est que je suis avec ma section. J'essaye de faire un genre de périmètre de sécurité déjà pour nous. Moi, je me trouvais à un endroit où il y avait un tunnel piéton. Et lorsque les gens sont rentrés dans le tunnel, spontanément, ils ont entonné la Marseillaise. C'était patriotique et puis en même temps courageux. Parce que dans une situation de peur, de violence comme ça, je trouvais que la population était courageuse. Et moi, ça m'a réconforté. Ils avaient pris le dessus, quoi, sur l'événement. Et ça j'ai trouvé ça chouette. Ouais. Et ensuite, lorsque tout s'est terminé, on nous a demandé de vite quitter les lieux. Et en colonne, on est parti très rapidement pour sécuriser le quartier autour de l'Élysée. Et en fait, on est resté en grande tension toute la nuit parce qu'on entendait différentes informations qui nous disaient qu'il y avait des véhicules qui étaient montés par des terroristes qui tiraient sur les gens, etc. Alors, c'était des informations, je pense, qui étaient fausses, mais sur le moment, on ne les prenait pas à la légère. Donc, la tension, elle a duré toute la nuit jusqu'à notre libération, quoi. On a été libérés au petit matin, et là, ensuite, on a regagné la compagnie et on est rentré à la maison, quoi. Depuis, tu as fait de nouveaux événements au Stade de France. Et après, une fois que tu es revenu, est-ce qu'il y a eu quelque chose un peu particulier Non, en fait, après, c'est sûr que lorsqu'on entend un pétard, on fait une grosse détonation, on se regarde toujours un peu inquiet. Avec le temps, ça s'est estompé, mais c'est vrai que très longtemps, et même encore parfois, quand la détonation est un peu forte, moi, ça me dérange. Je me sens en danger quelque part, quoi. Donc, mais bien entendu, nous, on est des policiers, hein, c'est le métier qui prend le dessus, mais on y pense, quoi. Voilà, c'est ça. Et ce soir-là, quand tu es rentré chez toi et que du coup, tu as pu vraiment savoir ce qui s'était passé, alors, j'étais incapable de dormir, c'est-à-dire alors que j'étais épuisé, mais je me suis allongé dans mon lit avec le cœur qui battait à la chamade. C'était un mélange de stress et d'agressivité, c'est-à-dire on est encore en mode combat, quoi. C'est-à-dire que
on n'arrive pas à redescendre. J'étais prêt à y retourner. Si on m'avait appelé pour reprendre une autre mission, j'aurais sauté dans mon uniforme pour revenir aussitôt, quoi. Et vous avez repris les missions rapidement après avec la section Oui, oui. Ouais. Ensuite, vous avez été stop. mobilisé. Ouais. Non, là-dessus, il n'y a pas de temps mort en vérité. En CRS, en tout cas, à cette époque-là, on passait beaucoup de temps ensemble, on en a reparlé. Donc, en fait, on évacuait finalement le mauvais stress, quoi. Il y a eu peu de collègues qui ont été impactés psychologiquement. Et tu penses que ça a changé la suite de ta carrière, ces événements? Suite à ces événements de 2013-2015, enfin tous les événements qui se sont succédés très rapidement finalement, on a pris une dimension plus militaire là-dessus. Il y a eu des décisions qui ont été prises, comment réagir sur des tueries de masse, sur des situations extrêmes, quoi. Donc on nous a formés, on nous a donné un équipement plus adapté aussi à cette situation. Donc effectivement, ça a eu un impact quand même sur ma carrière, parce que toute la carrière des collègues ont changé à cette époque-là, quoi, à partir de cette époque-là. Delphine a rejoint la sous-direction antiterroriste en avril 2015. Elle y occupe un poste d'enquêtrice, tout comme son mari. Ici, on est dans les locaux de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Et c'est là où tu travaillais, toi, le soir du 13 novembre. C'est ça, tout à fait. Je t'emmène où je me trouvais. Donc là, c'est la salle qui avait été mise en place donc là, pour la cellule de crise, où tous les collègues qui venaient d'être rappelés arrivaient au fur et à mesure afin de savoir ce qu'ils allaient faire. Les télés étaient mises sur les médias, c'était vraiment la crise. Donc tout le monde était ici et donc attendait de savoir ce qu'il allait faire. Toi, à ce moment-là, t'es affecté dans un groupe d'enquête, c'est ça? Oui, tout à fait. Mon mari, qui travaillait avec moi aussi ici à l'ASDAT, a été rappelé par son chef de groupe. Et moi, j'ai été rappelé aussi par mon chef de groupe. Il fallait qu'on revienne tout de suite ici. Mais à ce moment-là, vous savez pas exactement... On ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'il y a un attentat, mais on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Donc on fait un lien quand même avec le Stade de France, puisqu'il y a eu ces 2 explosions. Mais après, en fait, c'est ici qu'on découvre qu'il y a quand même des surattentats et qu'on ne savait pas. Voilà. Et comment est l'ambiance ici? Est-ce que c'est l'effervescence? C'est l'effervescence, c'est triste, on sait pas par quoi commencer parce que on a des coups de téléphone de partout, on nous dit là ça tire là ça tire là. Voilà, on sait pas en fait. Il y a une peur aussi qui s'installe, il y a une adrénaline aussi qui s'installe parce qu'on sait pas sur quoi on va aller, sur quoi on va tomber. Est-ce qu'on a des morts? On attend de récolter en fait toutes ces informations avant de nous dispatcher bien évidemment sur les scènes de crime. On va se mettre tout de suite en fait au pôle téléphonie, puisque dans notre groupe on a une collègue qui est très forte en téléphonie, et donc on se met tout de suite en fait à effectuer ce qu'on appelle des gels de bornes et à essayer de récupérer un maximum en fait d'informations en téléphonie afin de travailler dessus, parce qu'il y a quand même une traque qui se met en route, parce qu'il faut quand même arrêter les terroristes, quoi. Et à ce moment-là, toi, tu viens de laisser ton petit garçon, oui. Mais tu arrives quand même à te mobiliser, on se met tout de suite dans le travail. On se met tout de suite dans le travail, c'est automatique. On prend ce côté robot qu'on a, et qu'on a toujours eu. Quand on est policier, on a toujours ce côté robot, quel qu'il soit, dans n'importe quelle, on va dire, affaire qu'on a pu traiter, qu'on soit sur le terrain, ou qu'on soit derrière un bureau, qu'on soit derrière une enquête. On a ce côté, en fait, où on se robotise, et on devient le flic. Là, je n'étais plus maman, je n'étais plus femme, mais j'étais devenue une enquêtrice, tout simplement. Alors comment elle va se dérouler cette nuit-là pour toi? Elle va être longue, elle va être dure, parce que peur de mal faire aussi son travail. Parce que moi, je viens tout juste d'arriver à l'ASDAT. Je connais très peu la téléphonie, donc je me fie à ma collègue, qui elle n'a pas le temps non plus de me former, tout simplement. Donc il fallait que je fasse, fallait que j'aide à ma manière, et voilà, et j'ai fait, je m'en suis sortie, et ça a été. Le lendemain, j'ai quitté ce pôle où j'ai été en fait amenée à partir avec d'autres collègues de l'ASDAT, où on a rejoint la préfecture de police de Paris, où il y avait une salle qui avait été mise à notre disposition, et on devait donc prendre en compte les premières auditions, les premiers témoignages des scènes de crime. Donc c'était répertorié en 3. Il y avait une partie qui était pour le Bataclan, une partie qui était pour le Stade de France,
et une partie qui était pour toutes les terrasses. J'ai été affecté au Bataclan. Et donc, du coup, on avait des petits bureaux où on s'était installé comme on pouvait. Et on avait un psy avec nous. Et donc, les gens qui avaient vu ou avaient été victimes ou témoignaient, voilà, venaient et on prenait leur témoignage. Toi, t'as enchaîné ces auditions-là avec la nuit d'avant? T'étais pas rentrée chez toi? Non, je n'étais pas rentrée chez moi. Quand c'est comme ça, on reste... On reste focus et on reste dans le boulot et on y va, quoi. On fonce. Et j'imagine que ça doit être compliqué de recevoir ces victimes. C'est quelque chose pour lequel on n'est pas forcément prêt à ce moment-là. Je pense que c'est quelque chose où on ne sera jamais prêt, en fait, pour prendre un témoignage ou une audition d'une victime, quelle qu'elle soit. Là, c'était difficile parce que c'était quand même une grosse tuerie de masse. Il y a quand même eu beaucoup de morts. Et ces gens qui venaient, qui ont fait le mort dans le Bataclan, qui ont entendu les téléphones sonner, tout ça, c'est difficile, en fait, à retranscrire sur un procès verbal. Mmh. Et heureusement qu'on était épaulés par les psys, parce qu'ils nous aidaient. Je me souviendrai de quelque chose qui m'a marqué sur la période où j'ai été sur ces auditions. J'ai une maman qui s'est présentée à nous et qui... sa fille, elle venait d'apprendre en fait qu'elle était décédée. Mmh. Et en fait, l'hôpital parisien l'avait dirigée vers nous. Pourquoi, je ne sais pas, parce qu'à la finalité, elle n'avait rien vu, elle n'était pas ni témoin, elle venait simplement nous dire que sa fille était décédée. Mais en fait, la seule chose qu'elle recherchait vis-à-vis de nous, c'était de savoir comment elle allait enterrer sa fille. Parce que 1 mois avant, elle venait d'enterrer son mari. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué, qui m'a bouleversée, parce que cette femme, elle a tout perdu. Ça a été difficile, ce moment-là a été difficile. Et du coup, tu l'as aidée, même si c'était pas ton rôle premier, puisque toi, t'étais là pour les auditions. Voilà. J'ai plus été policier à ce moment-là. Je suis devenue maman. Parce que j'ai repensé à mon petit garçon de 9 ans. J'ai pensé à cette maman qui venait de perdre sa fille. Mmh. Donc j'ai pris plutôt j'ai pris le rôle d'une maman et j'ai essayé de lui parler avec mes mots, avec ce que moi je ressentais. Et j'ai essayé de l'aider tant bien que mal. Tu restes combien de jours là-bas? Je pense que c'est entre 5 et 6 jours que je reste là-bas. Et comment tu fais pour tenir pendant ces quelques jours, pour toi ne pas te laisser submerger par l'émotion et pouvoir continuer à être efficace dans ton travail? On a toujours eu un soutien au sein de mon groupe. Et comme je te disais, je travaillais avec mon mari. Mmh. Et ça a été aussi un gros soutien entre lui et moi. Parce que lui, il a été sur les constats au niveau des terrasses, qui a été très dur et très difficile pour lui. Donc on se téléphonait, on se croisait aussi ici, puisque lui, pareil, il était ici, il n'était pas à la maison, il était avec nous tous. Et donc on se parlait, on se soutenait, et dans notre groupe, on a toujours eu ce gros lien, cette grosse affection qu'on a tous ensemble, et de se parler. On l'a toujours fait. Donc forcément, ça nous aidait. Mmh. Vraiment la proximité. Oui, avec les collègues, ouais. Parce qu'on vit quelque chose... qui est pas normal. Qui est pas normal et qui est différent du reste. Ouais. Est-ce qu'à un moment, on se sent un petit peu à part des autres personnes à ce moment-là? Je dirais pas à part. Quelque part, j'avais la fierté d'être sur ces attentats et de travailler sur ces attentats. Je suis patriote, j'aime ma France et je suis engagée dans mon métier pour ça. Et de travailler sur ces attentats-là, à ce moment-là, c'est que je devais y être. Et j'ai tout donné. Et même si après coup, on n'en sort pas indemne, forcément, j'ai été fière de faire ce que j'ai fait. Et je regrette rien. Pendant au moins, je sais plus combien de temps, mais en fait, je faisais l'ASDAT. Et tous les 15 jours, on partait 1 semaine en Belgique, parce qu'on travaillait forcément avec les policiers belges. Et donc oui, ça a été dur pendant des semaines et des semaines où on rentrait pas à la maison, où on rentrait, on prenait une douche, on reprenait des affaires, on revenait, on mangeait sur le pouce, on mangeait des parts de pizza froides. C'était notre quotidien, c'était comme ça. Mais on l'a voulu puisqu'on était là. Et on l'a fait jusqu'au bout. Mais c'est ça en fait, quand on est policier, notre travail a aussi du sens. Bien sûr. Et il faut quand même savoir mettre sa vie de côté. Un instant. Il peut y avoir des sacrifices familiaux notamment. Oui. Petite anecdote, pendant les attentats, le 22 novembre, j'ai fêté mes 40 ans. Et je les ai fêtés ici, en fait. Je les ai pas fêtés chez moi, à faire la fête avec des amis et la famille. Non, je les fêtais ici.
De toute façon, c'était pas possible. C'était pas possible pour moi. Et il était hors de question que j'abandonne l'équipe, c'était hors de question que j'abandonne mon poste pour aller fêter mes 40 ans. Là, je vais fêter mes 50 ans, donc voilà. Ça sera une belle petite revanche pour fêter mes 50 ans. On en a enchaîné d'autres. Il y a eu Nice, il y a eu d'autres attentats. C'est vrai que on n'avait pas le temps de se poser, puisque ça s'enchaînait. Et à côté, on avait quand même d'autres dossiers aussi qu'il fallait encore traiter. Donc en fait, on était dedans, on était dans cette machine de guerre. Hein. Les rouages étaient là, ils étaient mis. Et donc, on suivait en fait. On faisait et on suivait. Et le soutien, je l'avais par ma famille, je l'avais par mon mari. On l'avait par notre petit bout de chou de 10 ans, à 9 ans. Et je l'avais surtout au sein de mon groupe. Mon groupe, ça a toujours été un pilier. On s'est toujours confié, on s'est toujours parlé. Et c'était notre force. Dans notre groupe, c'était notre force. Ça fait 10 ans et on a un groupe sur lequel on discute quasi tous les jours. Parce que maintenant, c'est une famille. Alors que vous avez pris des chemins différents. Alors qu'on a pris des chemins différents, tout à fait. Il y en a qui sont partis dans le sud, il y en a qui sont partis dans d'autres directions, il y en a d'autres qui sont venus me rejoindre dans mon service actuel. Mais on est toujours là et on est toujours ensemble et on se soutient. Et toi, dans ta carrière, il y a eu un avant et un après vendredi 13 novembre? Oui, carrément. Professionnellement, je dirais j'en suis sortie grandie. J'ai appris énormément de choses ici. La rigueur procédurale. J'ai appris la téléphonie. Maintenant, je me débrouille et j'arrive à bien gérer, même si j'ai vécu des choses atroces. J'ai pris le côté positif de cela pour pouvoir l'avoir aujourd'hui dans mon travail, dans lequel je suis. Et d'un point de vue personnel? Ça reste encore dur aujourd'hui, de repenser à tout ça. Ça reste très dur. J'évite, mais ça, voilà. Comme là de revenir aujourd'hui ici avec vous, ça fait très drôle. Parce que je suis parvenu depuis déjà un certain temps d'en reparler. L'anniversaire qui arrive, ça replonge et c'est pas forcément très... c'est pas cool en fait de repenser à tout ça. Même si j'ai été professionnel, je reste un humain quand même derrière ma tenue et ça fait mal. En 2015, Fred est opérateur au RAID depuis bientôt 7 ans. La même année, le 9 janvier, il a déjà participé à l'intervention de l'hypercachère. Vendredi 13, son groupe est d'astreinte. Donc tout le groupe est rappelé, vous arrivez ici à Bièvre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On comprend qu'il va y avoir un départ assez rapide. Le patron prend la décision de nous envoyer une première équipe de 10. Donc à Paris, vous savez dans quelle direction aller quand vous arrivez ou vous partez un peu au hasard? Au départ, on part un peu dans le flou. Les informations arrivent au compte-gouttes et on nous donne un point de chute au départ. Le chef de groupe reçoit un appel en disant qu'il y aurait des tirs et une prise d'otage avec plusieurs terroristes au Bataclan. Et arrivé au Bataclan? On se gare quelques rues un peu plus loin derrière le Bataclan, on part à pied, on constitue la colonne et on rejoint notre ancien numéro 2. Qui était déjà sur place, qui nous demande de faire un stand-by devant l'entrée, un peu plus loin, vers une dizaine de mètres, caché et en attente d'instruction. Et combien de temps après on vous donne l'autorisation de rentrer dans le Bataclan? Ça va durer 5 minutes. C'est là où on nous demande d'investir et de commencer à pénétrer dans la salle de spectacle. Et donc le RAID, vous fonctionnez par colonne. Toi, ça va être quoi ton rôle dans la colonne? Donc moi, là, ce soir-là, sur cette alerte, j'étais le premier bouclier. Donc je suis devant, c'est moi qui ouvre la marche. Et donc quand vous rentrez, vous traversez la fosse? Alors quand on rentre, on a la fosse en face de nous et on voit des primo-intervenants, des collègues qui étaient déjà en poste. On nous demande du coup de se diriger vers l'étage. Apparemment la prise d'otage se ferait à l'étage, on longe le bar. Et là effectivement on n'est pas au milieu de la fosse mais on commence quand même à piétiner sur une partie de la fosse avec énormément de gens au sol. Et ces gens, ils vous appellent, ils vous demandent à l'aide. Comment est-ce que tu dois réagir toi? Parce que ta mission, c'est d'aller justement vers les otages. Alors effectivement, quand on commence à progresser, énormément de pagailles, de cris. Des gens qui agonisent, des gens qui appellent à l'aide, des gens qui ne bougent pas, les téléphones qui sonnent. On a des gens qui nous tendent les mains,
qui nous attrapent les pantalons pour leur demander de les sortir de là, de les aider. Donc assez compliqué à ce stade-là d'avancer et de faire abstraction de ça et de pouvoir en fait rester dans sa mission. Donc je regarde pas. Je ne regarde pas par terre, je regarde devant moi et je continue à avancer pour aller chercher les escaliers. Au départ, on nous parle de 4 ou 3 terroristes. On apprend qu'il y en a un qui s'est fait exploser sur la scène, d'entrée qui a été neutralisé. Mais il en resterait 2 ou 3. Donc on nous dit, on voit la porte à l'étage. Derrière cette porte, en fait, il y a les terroristes avec des otages. Et il serait 2 ou 3, on ne sait pas trop. Ils ont des gilets explosifs, ils ont des kalachnikovs. Et puis on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte. Ils peuvent très bien s'en prendre aux otages, avec des couteaux, avec les mains. Donc en fait, pour nous, on doit intervenir rapidement pour mettre fin à cette prise d'otage. Et vous les entendez, les terroristes, à l'intérieur? Non, au début, on n'entend pas. C'est calme? Ouais, au début, c'est calme. Après, il y en a un qui crie de ne pas avancer, sinon il va se faire exploser, il va tirer. Et de là, on nous demande de traverser la fosse et d'aller sur la scène. Et on nous dit que sur cette scène, il y a une porte qui communiquerait avec la prise d'otage, avec les 2 terroristes. On nous demande de la trouver et de se positionner à cette porte pour faire en gros un étau, un entonnoir pour pas qu'il y ait des terroristes qui s'échappent. Donc on a la BRIPP en haut qui prend la porte du haut et on a une équipe du RAID qui est à cette porte et on les a en fait confinés pour pas qu'ils puissent s'échapper. Avant les négociations, à savoir que quand même les terreaux rentrent en communication avec nous parce qu'ils nous entendent au niveau de la porte. Et ils nous demandent si on est le RAID ou le GIGN. De là, on reçoit aussi les instructions de ne pas communiquer avec eux, de ne pas rentrer en contact avec les terroristes. Donc vous répondez pas? On répond pas. On est le RAID. On répond pas parce qu'en fait, on comprend qu'ils attendaient qu'un truc, c'est de se faire exploser sur une colonne d'assaut. Parce que si vous les entendez, enfin si vous en entendez un, ça veut dire que finalement vous êtes assez proche de lui à ce moment-là. En fait, on était à cette porte, il y avait un petit couloir de 5-6 mètres environ. Et on comprend en fait qu'ils sont vraiment à quelques mètres de nous et qu'il n'y a rien qui les sépare entre nous et eux. On décide avec mon groupe de ne pas bouger et de retenir cette porte et de, on va dire, anticiper l'arrivée d'un des terroristes sur nous et au cas où il veut s'échapper. Donc nous on ne bouge pas et la BRI en haut, on comprend qu'elle doit avancer jusqu'à la porte battante et de donner l'assaut. Quand le top inter est déclenché, on a la détonation du sniper du RAID. Et là, on entend les tirs de la Kalachnikov, la Rafale. Il vide son chargeur sur le porte-bouclier de la BRIPP. De là, on entend des tirs de riposte des collègues de la BRIPP qui jettent des grenades. Et de là, on entend une explosion, on va dire, un peu hors norme. Quand même un peu plus d'1 kilo de TATP qui saute. C'est assez impressionnant, surtout dans un milieu qui est très confiné. Dans un petit couloir, des petits escaliers, donc vous imaginez que l'onde de choc, elle est assez importante. On sent tout le souffle, les murs qui tremblent, vous avez le corps qui vibre. De là, plus un bruit. Par contre, un nuage de fumée, on ne voyait plus rien dans le couloir, c'était nuit, il faisait noir, et impossible de voir le bout du couloir. Tu comprends à ce moment-là que c'est un terroriste qui s'est fait exploser ou ça pourrait être autre chose? Non, là on comprend vite que c'est un des terroristes. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que du coup on n'a qu'une explosion alors qu'ils sont 2. Où est le deuxième? On nous demande ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut avancer? Étant devant, je dis que pour l'instant je peux pas trop avancer parce que je sais pas où je vais, je vois rien. Et au moment où je dis ça, là on a quelqu'un qui sort de ce nuage assez rapidement. Donc on est assez surpris. Et il est à 5 mètres de nous. On lui donne des injonctions de s'arrêter, de lever son t-shirt, de tourner sur lui-même pour voir si c'est pas des terroristes. On voit qu'il a des fils qui pendent, mais en fait, on s'aperçoit après que c'est des écouteurs. On comprend vite que c'est un otage. Donc on lui demande de venir vers nous. Là, il est pris en charge par les collègues. Donc du coup, on prend la décision d'avancer parce que le nuage est en train de s'estomper, donc on commence à avancer au bout du couloir. Et en fait, on arrive, c'est un petit palier avec des escaliers qui repartaient sur la gauche, et là, on voit par terre un des terroristes, et qui a son gilet encore qui est intact. Mais par contre, il n'a plus de visage. On a compris qu'en fait, il s'est fait tuer par l'autre explosion. Par l'autre explosion. Mais à ce moment-là, c'est pas encore fini pour vous, parce que vous ne savez pas s'il y a d'autres terroristes dans le Bataclan. On est obligé de prendre toutes les précautions et il y a encore des otages à trouver. Quand on a terroriste à nos pieds, je passe ma tête dans les escaliers, je vois les collègues de la BRIPP. Donc on s'annonce quand même, on dit les gars, c'est nous, c'est le RAID, vous pouvez descendre, vous pouvez venir avec le terroriste à nos pieds.
Et là, il y a une porte et en fait, on comprend qu'il y a des otages derrière. Ils ne voulaient pas ouvrir, bien sûr, parce qu'ils étaient terrorisés. Ils ne savaient pas qui ils avaient à faire. Ils ont entendu des tirs, des explosions. Donc de là, ils ont été obligés de faire des appels 17 pour bien confirmer. À ce moment-là, on nous demande de décrocher, de laisser travailler la BRIPP sur cette porte avec les otages. Et on nous demande de finir de sécuriser les loges en dessous de la scène. Donc on fait demi-tour, on descend les escaliers. Et, au loin, je vois des jambes. Dans les loges, donc on ne sait pas qui c'est, on voit juste des jambes, on l'appelle, on donne des injonctions, il ne répond pas. Pareil, terrorisé, ce qui est normal. Au bout d'un moment, il commence à sortir, on lui demande donc d'avancer doucement, de venir vers nous. Pareil, on lui fait lever le t-shirt, les mains bien en l'air, donc on l'évacue. On continue notre progression et en bas, on arrive à droite, il y avait la réserve, on sécurise et encore une porte. Et là, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens derrière. On demande d'ouvrir. Pareil, ça a été des longues négociations. Il y avait une dizaine de personnes en fait à l'intérieur encore qui se cachaient, qu'on a pu évacuer. Mon groupe était divisé en deux et eux, ils avaient sécurisé toute la partie droite de la scène, pendant que nous, on était en stand-by à cette fameuse porte et ce fameux couloir. Eux, ils ont eu le temps d'investir toutes les loges de droite. Et ils ont sorti 200 personnes environ qui étaient cachées encore. Donc ça a fait énormément de monde à sortir. Et de là, pour nous, l'Inter, une fois que tout a été sécurisé, était fini. Et on nous a demandé de retourner au véhicule. On ne rentre pas de suite, on est quand même en attente. Avec l'équipe, je me rappelle qu'en fait, personne parlait. Et on s'est mis chacun à notre place sur notre siège et on s'est un peu déséquipé. Et en fait, on est resté 2 heures à l'intérieur, donc équipé en lourd. C'est assez long. Donc du coup, avec le stress, l'adrénaline et tout, vous bouffez de l'énergie énormément. Donc le fait d'enlever un peu l'équipement, ça fait quand même du bien. On récupère et on se dit que si on repart sur autre chose, il faut quand même reprendre un peu d'énergie. Donc on se met en repos dans les véhicules et on attend que ce soit complètement fini. Et du coup, au bout de quelques temps, on fait retour service. Donc vous revenez ici à Bièvre et comment ça se passe après? Est-ce que la pression retombe d'une telle intervention? Est-ce que vous réalisez à quoi vous avez participé? Vous en parlez? On revient ici et on reconditionne tout le matériel. On nettoie les vêtements, les chaussures, ça je me rappellerai toujours. Les semelles qui étaient pleines de sang, de cheveux, je vous laisse imaginer le reste. Donc on nettoie un peu nos équipements, on reconditionne tout l'armement, le matériel au cas où il faut repartir sur quelque chose. Parce qu'il y a encore des terroristes qui sont en fuite à ce moment-là, et on se dit que c'est pas fini en fait. Là, l'investigation, elle continue au niveau des services antiterror, et on l'apprendra plus tard avec Saint-Denis forcément, qui avait la tête de réseau et tout ça. Mais sur le coup, nous on n'a pas toutes ces infos. Et vous en parlez tout de suite entre vous, le soir en rentrant? Non. Non, on n'a pas trop parlé, ça communiquait pas trop. Les débriefs sont venus le lendemain et les jours d'après. Mais sur le coup, c'était le grand silence. Il n'y a pas eu de blessés dans ton groupe? Non, alors blessés, on va dire par balle, il n'y a pas eu. Par contre, il y a eu des gens quand même blastés, qui ont pris l'onde de choc qui n'était pas bien pendant quelques jours. C'est aussi toute la complexité du blast, c'est que vous pouvez avoir des séquelles qui peuvent intervenir quelques jours quand même après, ou voire des semaines après, et du coup il faut quand même passer quelques petits examens pour confirmer qu'il n'y a pas de séquelles. Et est-ce que vous avez un suivi psychologique? Toutes ces images que tu as pu voir là-bas, les chaussures que tu laves en rentrant, comment est-ce que tu fais pour l'évacuer? Après l'intervention du Bataclan, on a eu des psys du SSPO qui sont venus au service, monter des permanences. Donc c'était libre à chacun d'aller les voir ou pas. Moi personnellement, j'ai pas fait cette démarche. Le fait de débriefer après avec les collègues, c'est important parce que ça permet aussi de libérer de la parole, de dire ce qu'on a vécu. Donc pour moi, à mon niveau, je pense que ça m'a suffi. Les images, forcément, vous les oubliez pas, vous les avez en tête. Vous dormez pas bien pendant quelques temps quand même. C'est qu'en fait, vous refaites le film de tout, quoi. Parce que même vous, au RAID, vous êtes particulièrement entraîné pour pouvoir réagir à ce genre de situation, mais ça, c'est quelque chose qui dépasse un peu tout ce qu'on peut faire en entraînement. Là, je pense que n'importe quel entraînement et exercice
ne reflètera jamais cette intervention. En fait, vous pouvez vous préparer tactiquement, techniquement, oui. Voir ce qu'on a vu, non, ça c'est pas possible, on ne peut pas s'y préparer, c'est à part. Et toi, est-ce que tu as l'impression que cette soirée-là a changé ta façon de travailler? On dit toujours que tant qu'on n'a pas vécu le feu ou des grosses interventions comme ça, on ne sait pas vraiment si on est fait pour ce métier ou pas. On peut faire 15-20 ans dans les forces spéciales ou dans une unité d'élite. Si on n'a pas vécu de coups durs, en fait, on peut faire 20 ans comme ça sans vraiment savoir si on était fait pour ça. Et là, d'avoir vécu ça, avec mon groupe, on a fait l'Hypercacher, on a fait Mera, on a fait Bataclan. Vous êtes vite convaincu si vous êtes fait pour ce job ou pas, quoi. Et toi, ça t'a conforté? Oui. Ouais, parce que je me suis dit, tu t'es pas trompé de métier. En novembre 2015, Franck est chef de groupe à la brigade criminelle de Lille. Enquêteur chevronné, il est rompu aux scènes de crimes les plus complexes. Face à l'ampleur des attaques, les polices judiciaires les plus proches sont appelés en renfort. J'appelle le chef de la crime à l'époque, qui était un pote, en lui demandant s'il en savait plus, s'il était au courant. Il me dit, écoute, je te rappelle dans 2 minutes. Je raccroche, il me rappelle. Et il me dit, rendez-vous à la PJ. Voilà, j'en sais pas plus à ce moment-là. Et donc, je pars à la PJ, on se retrouve à la PJ de Lille. Et là, il va y avoir formation d'équipage, consigne de descendre le plus rapidement possible sur Paris. Je ne sais pas encore pour y faire quoi. On est une dizaine d'enquêteurs, on doit être rejoint par une dizaine d'agents de la PTS, de techniciens. Et puis nous voilà partis, gyrophare, à fond sur l'autoroute, direction Paris. On va apprendre qu'on a une mission qui est en fait une scène de crime à gérer et qui se situe boulevard Voltaire, un bar qui s'appelle le Comptoir Voltaire, dans lequel un individu, un terroriste, aurait activé une ceinture explosive. Je ne sais même pas s'il y a des blessés, je ne sais même pas, je ne sais rien. Et on va découvrir au fur et à mesure, en arrivant sur place, la situation. Et quand tu arrives ici, donc tu viens directement avec ton équipe de Lille. Comment est l'ambiance? Quelle scène tu découvres en arrivant? L'espace était bouclé autour. Donc il y avait des collègues de la police secours qui bloquaient la rue, on est passé. C'est très lourd comme ambiance, c'est assez difficile à décrire. C'est à la fois silencieux et en même temps, alors il n'y a personne dans les rues. On entend des sirènes, on voit des cortèges de véhicules ou de secours ou de pompiers, enfin de policiers. On sent qu'il se passe quelque chose, c'est une scène vraiment, on ressent le chaos en fait. Quand on va arriver dans l'établissement, le chaos va prendre toute sa signification parce que effectivement un homme vient de se faire exploser à l'intérieur et on découvre tous les meubles brisés, des personnes blessées, le patron du bar complètement traumatisé et un corps qui gît, qui s'avérera être celui du terroriste. Je te propose de rentrer à l'intérieur du café. Donc ça fait 10 ans que tu n'étais pas revenu ici. Je reconnais tout comme si j'étais venu hier alors qu'effectivement ça fait 10 ans que j'ai pas mis les pieds. Rien n'a changé, à part le nom qui a changé, mais sinon je me revois passer par cette petite porte pour monter à l'étage. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives? Quelles sont tes premières actions ici sur cette scène de crime? La préoccupation première, comme sur toute scène de crime, c'est de ne pas polluer la scène, de ne pas venir apporter un dérangement dans les choses qui pourraient s'avérer nuisibles à l'enquête. Donc on fait attention. On s'assure déjà qu'il n'y ait pas d'autres sources de danger. Et puis pas de blessés, pas de... Voilà. Ça, c'est figé parce qu'il y a déjà eu des interventions de secours avant nous. Donc on se dit, bon, il va falloir faire les constatations. Alors on attend encore des collègues de la PTS, de l'identité judiciaire. On ne va pas faire les constatations sans eux de toute façon. Il va y avoir des choses à faire en priorité. Déjà, on prend attache avec le patron de l'établissement. On remarque qu'il y a des caméras dans l'établissement, donc on imagine qu'il y a peut-être une vidéo qui a été réalisée et on se croise les doigts pour que le système fonctionne, parce que quelquefois c'est pas en état de marche. Donc avec le patron d'établissement, je vais monter à l'étage par cette petite porte et à l'étage il y a une espèce de petit PC vidéo, on va dire, qui gère la vidéosurveillance de l'établissement. Et j'ai qu'une trouille, c'est qu'on fasse une mauvaise manip et que la vidéo soit effacée. Donc avec le patron de l'établissement qui touche à tous les boutons,
qui veut bien faire, hein, mais voilà. Qui lui, j'imagine, est particulièrement stressé. Il est carrément stressé, c'est normal. Il connaît l'enjeu aussi. On arrive à remonter dans le temps l'enregistrement. On voit sur la vidéo tout le déroulement de la scène. Je suis très choqué de voir ça. C'est assez rare d'arriver sur une scène de crime, quelle qu'elle soit, et d'avoir le film du crime, de A à Z. L'arrivée du terroriste, enfin, de ce qu'on ne sait pas encore, l'arrivée d'un client, la sortie d'autres, la vie dans un bar, et puis tout à coup, cette explosion, cet homme projeté vers l'avant, qui tombe sur le ventre, la déflagration, des gens blessés, des clients qui tombent, qui sont soufflés, et puis les images qui continuent à tourner. Il faut absolument qu'on conserve cette vidéo. Je me rappelle avoir mis tout le système sous scellé en disant je demanderai à un technicien de venir extraire les vidéos, le disque dur, mais je n'ai pas commencé à faire des manips. Après, on va voir des choses complètement folles. Des gestes de premier secours ont été prodigués aux terroristes qui étaient encore avec sa ceinture d'explosifs. Il n'y a que l'arrière qui a explosé de son dispositif. L'avant n'a pas fonctionné. Et il y a même des massages cardiaques qui vont être faits sur lui alors qu'il a encore sa ceinture d'explos. Il y a un patch qui va être posé par les secours qui vont ouvrir et qui vont se rendre compte qu'effectivement, là, il y a un dispositif qui est un peu surprenant. Oui, parce que les gens, en fait, qui vivent cette scène, ils ne peuvent pas s'imaginer que c'est quelqu'un qui s'est fait exploser avec une ceinture. Mais pas du tout, parce qu'on ne comprend pas quand on est client dans un bar comme ça. Là, nous, on discute. Imaginons qu'il y ait une explosion qui se produise. Il ne faut pas tout de suite le rapprochement avec quelqu'un qui est rentré, qui a actionné une ceinture explosive, etc. D'autant qu'à l'époque, il y avait des travaux sur des canalisations du gaz juste en face. Et beaucoup ont pensé à une explosion due au gaz, en fait, due aux travaux. C'est que par la suite qu'on va comprendre tout ça, en fait. Donc, dans quel état d'esprit tu es quand tu arrives ici? Est-ce qu'on se met tout de suite au travail ou est-ce qu'on a une première phase où on réalise ce qui s'est passé dans Paris? Il y a un état de sidération aussi, qu'on essaie de maîtriser au plus vite. Parce que voilà, on n'est pas là pour être sidéré, on est là pour faire un job. On ne sait même pas si c'est fini, on ne sait même pas si l'attaque est finie. On parle déjà d'une attaque multisite. On ne sait même pas s'il ne va pas y en avoir d'autres dans d'autres villes en France. On ne sait même pas si on ne va pas se faire nous-mêmes attaquer sur place par d'autres terroristes. Il y a cette crainte, cette soirée-là, oui, il y a la de se dire que l'attaque n'est pas finie à Paris. Bien sûr, on arrive dans les premiers, en ce qui concerne les équipages lillois, l'assaut au Bataclan est fini, mais c'est pas encore figé. On a des messages sur les ondes de véhicules suspects approchant de la zone. Tout devenait suspect. On est dans l'angoisse. Mais malgré tout, vous vous mettez tous au travail. Et en quoi va consister vos missions? Alors on se met tous au travail aussi pour le plus rapidement possible aussi pour évacuer cette tension qu'on ressent en redevenant des professionnels au plus vite avec notre mission, c'est-à-dire des constatations criminelles, description des lieux, description des personnes victimes, relevé de traces, relevé d'indices. Suite à cette explosion, les traces sont relevées même jusque dans la rue. Il y a des impacts même sur les bâtiments aux alentours, puisqu'il y a des morceaux d'acier, des vis, des choses qui ont été projetées à des dizaines de mètres. Donc ça va être un travail qui va être fait par des collègues enquêteurs et des collègues des agents de police technique et scientifique, qui va durer toute la nuit. Toute la nuit, même encore le lendemain matin. Je vais diriger un peu les autres personnels pour faire enquête de voisinage, essayer de retrouver des traces ou des indices aux alentours. Parce qu'on ne sait pas comment il est venu. Est-ce que sa voiture n'est pas encore garée? Est-ce que sa voiture n'est pas piégée? Il y a tout ça à prendre en compte. Il y a à la fois des constatations criminelles classiques, mais en même temps, il y a une situation de crise à gérer. Tout le monde avait quand même connaissance de ce qui se passait. Les attentats du Stade de France, les attentats des terrasses, le Bataclan. Voilà, tout le monde avait compris que la France était victime d'une attaque terroriste multisite. Il y a toute une enquête qui doit démarrer aussi, ne serait-ce que pour l'identification. Donc on avait pris ces empreintes et il fallait au plus vite les faire passer au FED, le fichier automatisé des empreintes digitales, qui va nous permettre d'identifier cette personne. Le chef de la crime me dit Franck, prends une caisse et puis tu files à l'APP. Alors il devait être, je sais pas, peut-être 4-5 heures du matin, peut-être. J'arrive et là, c'est le bazar indescriptible. Il y a du monde de partout, ça grouille. Tout le monde court partout, ça grouille de partout. On sent que
On sent vraiment une tension. J'essaie de trouver la personne à qui je peux confier ces empreintes pour identifier au plus vite celui qui identifiera comme Brahim Islam. Je me retrouve à un moment donné dans une sorte de PC crise, etc., avec des tableaux Véleda, et je les revois très très bien. Et quand j'ai vu la liste et le nombre des victimes, parce qu'il y a eu 130 morts, plus ceux qui se sont suicidés par la suite, mais je veux dire, il y avait aussi, de mémoire, 400, presque 500 blessés, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui... Et tous, ce sont des blessures de guerre. Il y avait 100 personnes en urgence absolue, au pronostic vital engagé, etc. La mesure du drame, je la prends là, dans ces locaux, face à ce tableau. Donc ensuite, tu reviens, tu vas finir les constatations. Je reviens, on va finir les constatations jusqu'au petit matin, on va faire une pause. Il y a eu déjà la nuit blanche, et puis il y a surtout l'émotion, le stress à gérer. Il faut qu'on fasse une pause. Vous savez pas combien de temps vous allez rester à Paris pour le moment? On ne sait pas combien de temps on va rester. Alors, pour plusieurs raisons. On n'a pas fini les constats. On suppose qu'on va devoir être appelé sur d'autres postes, sur d'autres missions. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'on va être sollicité pour les autopsies du week-end à l'IML de Paris. Bah, si tu veux bien, on peut aller en parler à l'IML. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y revenir. Je ne suis pas non plus revenu à l'IML depuis les 14 et 15 novembre 2015. Donc ici, Franck, c'est un lieu qui est particulier pour toi, parce que je crois que déjà, c'est l'endroit où tu as fait ta première autopsie, et tu es retourné ici. Alors, le 13 novembre. Le 13 novembre, on arrive sur Paris, on va au comptoir, et le lendemain, on reçoit une autre mission qui est d'assister aux autopsies qui vont être pratiquées à l'IML. Alors pourquoi c'est important d'avoir la présence d'un officier de police judiciaire à ce moment-là? C'est la procédure qui l'exige. Un OPJ est présent et atteste du bon déroulement de l'autopsie, procède à des saisies, à des mises sous scellé, note les commentaires du médecin légiste. Alors il y aura un rapport qui sera établi par la suite par le médecin légiste, mais le policier rédige un PV, ce qu'on appelle un procès-verbal d'assistante à autopsie, dans lequel il consigne le déroulé des opérations. Donc quand tu arrives ici, on compte presque 130 morts à ce moment-là. Il commence aussi à y avoir quelques familles qui se présentent, qui cherchent tout simplement des réponses à des questions dont ils n'ont pas encore la réponse. C'est à mon avis le côté le plus traumatisant des choses. On entendra les plaintes des familles tout au long du week-end. On reçoit cette douleur, on la constate, on en est spectateur, mais on est à des années-lumière de celle qui frappe les familles à ce moment-là. On est témoin d'une horreur, mais l'horreur, elle est chez ces familles de victimes, chez les proches. Et quand on est enquêteur, on est amené à faire ces autopsies. Mais là, c'était un contexte vraiment particulier parce que tu as assisté à plusieurs autopsies dans une même journée. Il y avait un tel nombre de victimes que mes collègues et moi-même, on s'était dit, mais comment on va réussir parce qu'une autopsie, ça peut prendre 4, 5, 6, 7, 8 heures. Et là, on s'était dit, mais comment on va faire pour faire toutes ces autopsies, même avec le renfort de médecins. Matériellement, c'était même difficile à imaginer. On a enchaîné quelques autopsies. De mémoire, j'ai dû en faire 3 avec mon collègue. C'était une situation tellement exceptionnelle que les autorités judiciaires ont dû aussi s'adapter. Tout était compliqué. Et on était en plus face à un public très jeune. La particularité de ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'est que j'avais des enfants d'une vingtaine d'années à l'époque. J'ai le souvenir d'une gamine... Quand je l'ai vue, j'ai presque vu ma fille, en fait. Tous mes collègues étaient dans cet état d'esprit. Et comment est-ce qu'on arrive à reprendre le dessus après pour pouvoir travailler, justement? On reprend nos investigations, on fait ce qu'on doit faire, ce pourquoi on est là. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour participer à aider ces familles qui veulent savoir est-ce que c'est bien mon enfant, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a eu, de quoi il est mort. Parce qu'ils ont plein de questions à poser. Il n'y a que nous pour leur donner ces réponses. C'est pour ça que moi je suis rentré dans la police. Non mais prends ton temps. C'est parce que ces gens-là, à ce moment-là, on leur doit quelque chose. On est au cœur du pire de ce que peut vivre un être humain. Alors à un moment donné, ça nous submerge aussi. Et je me rappelle le dimanche soir, je me suis écroulé de fatigue. C'était quelque chose qui était extrêmement énergivore. Je me rappelle avoir découpé
dans un journal la photo de ces visages qui avaient été mis en mosaïque de toutes ces victimes et de l'avoir collé dans ce que j'appelle mon journal intime. Il ne faut pas oublier et raconter ça, c'est les rendre encore vivants malgré leur disparition, toutes ces victimes. Dominique travaille lui aussi à Lille. En 2015, il est chef du service régional de l'identité judiciaire et adjoint au chef de la police technique. Il n'est qu'à quelques années de la retraite. J'ai contacté 6-7 de mes collègues qui travaillaient dans mon service. J'ai attendu que mon directeur me rappelait. Une demi-heure après, il me le rappelait en disant « Bon voilà, c'est bon, vous devez monter à Paris, donc rendez-vous au siège ». Quand vous partez, vous savez quelles vont être vos missions sur place? Ah non, lui, il est incapable de me dire ce qu'on va y faire. Donc on se rejoint au siège à Lille, une fois tout le monde équipé. On est parti sur l'autoroute pour aller vers Paris. Arrivé à mi-chemin, là, aux alentours de Roissy, la directrice du service central d'identité judiciaire qui nous avait requis et qui se trouvait à Nanterre nous a dit Dominique, comme tous les groupes de renfort, vous venez au siège à Nanterre et on verra si on a des missions à vous attribuer ou si vous êtes en attente en fonction. Et quelques kilomètres plus loin, le chef de la crime de chez nous partait sur Voltaire. On leur avait attribué les constats sur Voltaire. Donc il m'appelle, il me dit « Dominique, il faudrait que tu nous rejoignes au comptoir Voltaire parce qu'on va faire les constatations là, on n'a pas d'IJ, on voudrait que ce soit vous. » Donc j'ai demandé à mon chauffeur « Allez, vas-y, file à gauche, on va à Voltaire, on fera les constats. » À quel moment vous arrivez à Paris et vous prenez cette décision de partir sur les lieux des attentats? Alors on part de Lille vers minuit 30, 1h du matin. On arrive à Paris vers 3h et on arrive au comptoir Voltaire à 3h15. À ce moment-là, vous vous rendez compte de l'ampleur des événements? Non, pas vraiment, parce que nous, on n'avait pas trop d'infos. On savait qu'il y avait eu des explosions au Grand Stade, qu'il y avait eu les brasseries, le Bataclan, mais on n'en savait pas plus. Je vous propose, Dominique, qu'on retourne sur les lieux, qu'on aille au comptoir Voltaire. Donc là, on est dans le 11e arrondissement. On arrive à peu près au comptoir Voltaire, qui a été renommé maintenant. Vous, quand vous arrivez ici, à 4h du matin, comment est la rue? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, on arrive de là-bas. Et on s'aperçoit là-bas au sol qu'il y a plein d'écrous, d'indices, de vêtements, de choses qui traînent sur la route. Pendant que je charge mes collègues de préparer les équipements de protection, le matériel, tout ça, moi je me rends au comptoir Voltaire pour y jeter déjà un premier coup d'œil. Et quelles sont les premières décisions à prendre quand on arrive sur place? Il faut évaluer la scène de crime. Au premier abord, vous avez des indices partout, donc tout est renversé à l'intérieur. Je vois quand même là-bas, dans le coin, qu'il y a un corps allongé au sol. Donc avec les enquêteurs, on discute, on comprend que c'est un terroriste. Il y a un OPJ qui nous suit, qui va lui établir le procès-verbal de constatation et qui, au fur et à mesure de notre avancée, relève tout ce que l'on fait. Ce qui était difficile ici, c'était qu'il y avait énormément d'indices à la fois au sol, également sur les vitres et dans la rue, dans ce passage également. Il y a eu des impacts sur ces vitres-là, sur les immeubles en face. Le but, c'était qu'il se suicide de façon facile. Quand vous arrivez ici avec votre équipe et que vous commencez les constatations, vous ne savez pas précisément ce qui s'est passé? Non. Donc je scinde l'équipe en deux. Une équipe qui gère l'extérieur et une équipe qui va gérer tout l'intérieur. Il y a des caméras dans la brasserie. Donc on va voir cette vidéo et là on voit qu'un individu rentre par une porte qui se trouve ici. Il va devant une table où il y avait un jeune couple qui mangeait. Puis d'un seul coup il se retourne et ça explose au niveau de son dos. Tout vole en éclats et sa ceinture est remplie de boulons. Par contre, sur la vidéo, on voit également qu'il a une ceinture sur le ventre. Celle derrière a explosé, mais celle sur le ventre n'explose pas. Lui, il est allongé sur le sol, exactement, et il est sur le ventre. Donc, pour nous, il a encore sa ceinture qui n'est pas explosée. On retrouve d'ailleurs des cristaux de TATP, c'est ce qu'ils mettent dans les ceintures. Donc c'est un explosif très instable et quand il est confiné dans une ceinture, c'est assez violent. Et il y a des petits cristaux pas plus gros que des grains de sel sur le sol. Quand on marchait dessus, là, ça claque un peu comme les pétards. Hein. Donc imaginez une ceinture remplie de cet explosif, plus les boulons.
C'est d'une violence énorme. On se dit, il y a un problème sur le corps, on ne peut pas le manipuler. Moi, je charge le chef de la crime de contacter le labo explosif incendie pour qu'il nous dise si les démineurs sont passés ou pas. S'ils ont retiré la ceinture, parce qu'on ne peut pas la voir, le corps est complètement dessus. Donc on voulait avoir l'avis des démineurs. Et à partir de 5 heures, hein, quand tout le monde est au courant qu'il y a un terroriste qui s'est fait exploser là, on commence à nous solliciter pour avoir les empreintes digitales et l'ADN. Mais moi, je retarde au maximum. Je dis, moi, je veux bien, mais il me faut les démineurs. Ça insiste, et j'ai toujours pas la réponse des démineurs, je sais pas. À force que l'on insiste, on commence quand même à se dire, bon, c'est vrai, il faut faire avancer l'enquête. Ça peut être important de savoir qui il est. On a tendance plutôt à se dire, bah, on va quand même le faire. Malgré tous les risques, finalement, à un moment, on se concerte à 2-3 et puis on se dit, bah, allez, on va le faire quand même, on va relever les empreintes. On en discute à plusieurs et puis on se dit, on va tourner le corps d'un côté pour dégager les mains. Et nous, on va se mettre à l'arrière, en opposition. Comme ça, si la ceinture explose vers l'avant, on a peut-être une chance de ne pas être trop blessé, quoi. Ce qui n'était pas... En fait, c'était de la folie parce qu'on serait mort. On a donné les empreintes aux enquêteurs, à Franck, et dans la foulée, le gars a été identifié comme étant Brahim Abdeslam, le frère de celui qui était en fuite. On remballe tout, on recharge le camion, et puis je vois arriver les démineurs que l'on avait sollicités avant de prendre les empreintes X fois, sans aucune réponse. Et là, ils me disent ah bah oui, on était passé avant votre arrivée, on avait désamorcé, enlevé le détonateur, il n'y avait pas de problème, ça avait été sécurisé. Et je dis ouais, ça avait été sécurisé, mais nous, on nous l'a jamais dit, et personne ne nous l'a dit. Donc on a quand même travaillé un moment la peur au ventre, quoi. Mais malgré ça, tout le monde avait fait son travail. Les démineurs, les enquêteurs, les pompiers, enfin tout le monde avait fait son travail. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de prendre cette décision de retourner le corps pour prendre les empreintes au plus vite? On est plus omnibulé par le fait qu'il faut avancer. Vous êtes là pour résoudre une enquête, venir au secours de victimes, aider les victimes ou les familles de victimes. On n'hésite des fois pas à s'exposer physiquement, quoi, et à prendre des risques. Quand on l'a retourné, on a vu qu'il n'y avait pas la ceinture, mais qu'il y avait des morceaux à terre en dessous, qui étaient ensanglantés, déchirés. On a soufflé. Et à la fin de cette journée, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez à Lille? Alors non, parce que comme je l'ai dit, on était en renfort. On devait aller au départ à Nanterre. Vous allez enfin à Nanterre? Donc, on va à Nanterre, finalement, parce qu'on avait tous les scellés. On fait la collation des scellés, c'est-à-dire on fait le tri. Vers 18-19h, on est allé manger un morceau dans une pizzeria. Et quand on est revenu, on nous a dit c'était bon, vous pouvez rentrer sur l'île. Pour l'île, c'est bon, on n'aura plus besoin de vous. Mais le lendemain, vous allez être rappelé à nouveau. Alors ça, c'est autre chose, parce que avec Karim, qui était l'expert en balistique, on faisait partie de la cellule nationale d'identification de victimes de catastrophes. Mon directeur me rappelle, il va falloir repartir, vous et Karim, vous êtes sollicités pour l'identification de victimes de catastrophes. Dans cette cellule, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes en antémortem, vous êtes en contact avec les familles des victimes, vous recueillez tous les indices qui permettront d'identifier et vous le mettez en comparaison avec ce que fait le groupe en post-mortem, qui lui recueille les empreintes sur les autopsies, l'ADN, identifier la personne. On arrive à 20h, vers 20h sur Paris. Là non plus, on n'a aucun renseignement sur ce qu'on va faire. En fait, on nous a mis au boulot tout de suite et on a arrêté à 2h du matin, quoi. Si vous êtes d'accord, Dominique, on va en parler là-bas, place Beauvau. Donc concrètement, en fait, vous êtes dans un bureau et vous devez contacter les familles pour obtenir des éléments qui permettront l'identification des victimes. On va récupérer tout ce que les familles ou les médecins de famille peuvent envoyer comme élément d'identification. On reçoit des photos d'enfants, de jeunes. Vous constituez des dossiers avec les photos, avec tous les éléments qu'on peut vous envoyer qui permettraient d'identifier, quoi. Il y avait 130 décès. D'ailleurs, pour une identification, alors que l'on était en antémortem, 2-3 jours après, on était amené à aller faire du post-mortem. Ce qui se fait jamais, parce que psychologiquement, c'est interdit. Enfin, c'est pas interdit, mais c'est très déconseillé.
On est rentré à l'Institut médico-légal ici à Paris pour aller chercher le corps. On a fait nous-mêmes la prise d'empreinte. Ce qui est impressionnant, là où ça vous touche vraiment, c'est que les corps étaient dans une énorme chambre froide. Habituellement, chaque corps est dans un casier. Et là, il y en avait tellement qu'ils avaient installé tous les corps sur des rayons dans une énorme chambre froide où il y avait les 130 corps. Et donc quand vous voyez que des jeunes comme ça alignés, psychologiquement, c'est là où on a le plus souffert, quoi. On était après ici dans une salle à Beauvau où on avait droit à un suivi psychologique. Il y avait un psychologue, si on voulait consulter, tout ça. Tout le monde craquait à son tour, quoi. C'était compliqué. Les journées étaient très longues, donc on commençait à 8h30, 9h le matin, on terminait à minuit et c'était tous les jours comme ça. On mangeait sur place, il n'y avait pas de pause, on mangeait en travaillant, quoi. Il y a quand même des choses qui marquent. Je sais que par exemple le jeudi, tout le monde n'en pouvait plus. Et le chef de la cellule, là, du groupe, il a dit bon, on va faire une pause, on va arrêter à 20h, vous allez tous vous changer et on va aller au resto tous ensemble. Dans le groupe, en antémortem, il y avait aussi des policiers étrangers, des Sud-Américains. Et donc quand on est arrivé dans ce restaurant-là, on était tous changés en civil, sauf eux qui avaient gardé leur t-shirt Interpol. Donc quand on s'est assis, il y a eu un petit discours de notre chef et puis eux ont enlevé leur blouson, marqué Interpol dans le dos. Il n'y avait pas que nous, il y avait d'autres clients. Quand ces gens ont vu ça, ils se sont tous levés, ils nous ont applaudi, ils nous ont tous remerciés. Et comment est-ce qu'après une semaine comme celle-là, vous avez continué à reprendre un travail plus quotidien, plus routinier? Moi, je me souviens quand je suis rentré le vendredi soir, à 2 km de chez moi, je me suis arrêté, puis je me suis mis à pleurer, j'ai craqué. Je suis resté 5 minutes sans bouger dans ma voiture. J'ai attendu que ça se passe et après, je suis rentré chez moi. Mon épouse et mes enfants m'ont pas trop posé de questions, puis on a évité le sujet, quoi. La routine, après, le boulot, on l'a refait, quoi. Ça n'a rien changé, puis on passait à autre chose, donc on a toujours travaillé. Le 13 novembre 2015, Aurore profite de la soirée avec des amis. Elle est technicienne de police scientifique, spécialisée en biologie, et notamment dans la recherche d'ADN. Ce soir-là, Aurore est d'astreinte. Tu viens directement au laboratoire ou comment ça se passe? Non, pas encore, parce que pour nous, il faut que les scellés soient prélevés, confectionnés et arrivent jusque chez nous. Donc on a toujours un temps de latence où on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour arriver au laboratoire. Donc on convient avec ma chef on se prépare chacune de notre côté chez nous et qu'elle me tient au courant dans la soirée de savoir quand on démarre les analyses. Et à quelle heure tu arrives au travail? Je reçois l'appel de ma chef sur les coups de 3h du matin. On arrive à 3h30, on prépare tout le labo, on se tient prêt à ce que les premiers scellés arrivent au laboratoire. Et est-ce qu'on peut continuer d'en parler au labo? Oui, bien sûr. Mais d'abord, je vais t'équiper. Dans le laboratoire, il ne faut pas contaminer exactement, l'objectif, c'est d'essayer de réduire au maximum le risque de contamination, que ce soit nous, vous, les éléments extérieurs, d'autres scellés, etc. Donc tu arrives ici, il est 3h30 du matin. Comment va se passer la nuit? On sait que notre premier objectif, nous, c'est d'identifier les kamikazes. Donc on va recevoir des écouvillons de différents sites et l'objectif, c'est de très rapidement établir les profils des kamikazes potentiels. Les premiers scellés arrivent dans ces environs-là, je crois que ça arrive par 3 ou 4 vagues à entre 30 minutes et 1 heure d'intervalle. Et donc du coup, moi, ça me laisse le temps de gérer une première saisine, puis d'enchaîner avec une deuxième. Donc sur les 4 premières heures, je ne vois pas du tout le temps passer puisque je suis vraiment concentrée sur les premières analyses à rendre le plus vite possible. Et à ce moment-là, vous êtes nombreux au laboratoire à être venus? À ce moment-là, on n'est que ma chef et moi. Les personnes d'astreinte, on se dit au fur et à mesure de la nuit qu'il va falloir rappeler du renfort, mais sur les premiers temps, c'est tellement la course qu'on se concentre d'abord sur les analyses et ensuite sur comment on va gérer la suite. Et tu as conscience à ce moment-là de la tournure que vont prendre les événements, de l'ampleur de la catastrophe? Pas du tout, parce qu'en plus de ça, la veille quand je suis rentrée, j'ai pas eu beaucoup d'informations sur ce qui s'était passé. Donc j'arrive au labo, je suis un peu dans le flou de ce qui s'est passé, de l'ampleur des choses, du nombre de victimes, du nombre de kamikazes, tout ça. J'ai pas vraiment conscience de ça. Et donc je l'apprends un peu au fur et à mesure de la journée et des scellés qui nous parviennent. Au bout d'un moment, on se prépare justement à demander du renfort parce que les scellés concrets commence à arriver et la quantité est mirobolante. Donc toi, tu vas travailler toute la journée. Qu'est-ce que tu cherches vraiment concrètement sur les pièces qu'on t'apporte? C'est d'essayer d'identifier les kamikazes. Et la deuxième partie, qui est une partie un peu plus large, va être d'essayer
voir un peu le réseau, voir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des liens entre eux? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intervenues dans la confection des bombes, dans la manipulation des armes, toutes ces choses-là? C'est un objectif très large qui est de récupérer le plus de profils différents qui pourraient nous orienter et nous expliquer un peu le réseau et qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a fonctionné. Quand tu parles de profil, tu parles de profil génétique. Exactement, de profils ADN qui sont ici des cellules qu'on va récupérer sur les scellés. Donc en fait, toi, on va t'amener des pièces, soit des morceaux de ceinture explosive. Et là, c'est à toi de chercher où tu peux trouver ces cellules, c'est ça? Exactement. Surtout que c'est un petit peu compliqué à notre niveau parce qu'on a plein de petits morceaux qui nous arrivent. On a des morceaux de ficelle, on a des morceaux de tissu, on a des morceaux de fil. On n'a pas d'informations sur la globalité, d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est un truc qui a été ramassé à côté. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer d'un peu de comprendre ce qui s'est passé, à quoi ces éléments ont pu servir, et d'essayer de trouver le maximum de choses sur ces éléments. On va commencer à avoir un peu la compréhension de ça le deuxième jour, quand on va recevoir une des ceintures explosives qui n'a pas complètement explosé. Et c'est là où on va comprendre un peu comment étaient faites les ceintures et comprendre d'où venaient les éléments qu'on a récupérés, qu'on a reçus depuis un jour et demi. Et cette ceinture, c'est la ceinture qui a été retrouvée au comptoir Voltaire? C'est la ceinture qui a mal explosé et du coup qui nous arrive dans un état quasi intact, assez préservé et pas trop pollué par le sang des kamikazes ou des victimes. Et qu'est-ce que tu vas découvrir, toi, sur cette ceinture? Notre objectif, du coup, c'est d'aller chercher au plus profond des scellés, et décoller tous les scotch qui s'y trouvent et essayer de trouver des zones les plus cachées possibles, qui sont préservées de l'extérieur et donc des pollutions. On va avoir un profil qui, au départ, nous paraît incohérent. Et en fait, ce profil, au fur et à mesure qu'on va avoir des scellés, ce profil, on va le retrouver sur la ceinture explosive de Voltaire, mais aussi sur des morceaux de ceinture du Bataclan et aussi sur des morceaux de ceinture du Stade de France. Et donc du coup, on commence à faire un lien justement et à voir que c'est peut-être un artificier, quelqu'un qui est spécialisé dans la confection de ces ceintures explosives. Et c'est un véritable travail de fourmi en fait. Complètement. Et toi, à ce moment-là, tu dois être fatiguée puisque tu vas vraiment enchaîner les journées. Je suis épuisée, mais en même temps, c'est un tel tunnel. Quand j'arrive le samedi à 3h, je suis dans une telle concentration que je ne vois pas la journée défiler. Je suis tellement concentrée sur ce que je fais. Les éléments qu'on a sont primordiaux et on ne peut pas passer à côté de quelque chose. C'est impossible à ce moment-là. On a des collègues qui sont arrivés sur les alentours de 10h le matin. On est plusieurs à prendre en charge les scellés. On s'est répartis pour que ce soit à peu près équitable, qu'on puisse s'aider, etc. Et sur les coups de 18h, on commence à me dire « Bon, tu as fait une assez belle journée, il serait peut-être temps que tu rentres te reposer ». Et donc, à ce moment-là, moi, je laisse ma blouse, je reprends les transports. C'est à ce moment-là que je prends vraiment conscience de tout ce qui s'est passé. Quand je rentre chez moi, que je m'assois sur le canapé et que j'allume la télé, là j'ai vraiment tout qui retombe. J'ai fait partie de cette énorme chaîne pour essayer de résoudre cette affaire. Et il y a vraiment toute une pression qui retombe et d'épuisement. Et c'est là qu'on ressent vraiment la fatigue. Et tu as repris le lendemain? J'ai repris le lendemain, ouais, sur les coups de 8h ou 9h et encore plus d'attaques. Parce que là, il faut savoir que les scellés continuent d'arriver. Et ça va durer comme ça une quinzaine de jours. Au fur et à mesure qu'on va trouver des choses, ça va orienter l'enquête vers des personnes qui pourraient être d'intérêt. C'est vraiment un flux continu qui arrive pendant une quinzaine de jours de scellés qui sont en lien avec l'affaire. Le labo tourne 24/24 pendant 15 jours. On est plus d'une soixantaine de personnels pour faire tourner le labo en continu pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Certains scellés ont été envoyés au laboratoire de Lyon, notamment des éléments balistiques. Au bout d'un moment, on était vraiment trop engorgés et du coup, le laboratoire de Lyon nous a soulagés à ce moment-là. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, cette période-là, dans ton travail? Le fait d'avoir des si beaux résultats, si on peut dire ça, sur ces éléments, ça motive vachement et ça pousse à être d'autant plus consciencieux et d'autant plus minutieux dans son travail. Quand tu trouves le profil ADN de l'artificier, tu es vraiment allé au bout de ce que tu pouvais fouiller. L'ADN, ça se voit pas. Donc on ne sait jamais trop ce qu'on prélève. On prend conscience de l'efficacité d'un prélèvement à la fin de la chaîne, c'est-à-dire plus de 8 heures après. Je prélevais des trucs, je me disais mais ça marchera jamais, on n'aura jamais rien, c'est trop pollué. Et de voir à ce moment-là qu'un prélèvement sur lequel tu n'avais pas du tout misé donne un résultat qui est formidable et qui fait avancer l'enquête, là ça change tout. Maintenant, je forme beaucoup les nouveaux personnels qui arrivent et je leur dis souvent, me dis pas ça marchera pas.
Tu sais jamais. Tu vas voir que tu peux réussir dans des trucs sur lesquels tu n'aurais jamais misé, tu n'aurais jamais parié, à avoir des résultats qui seront pertinents et qui seront importants. Ne pars jamais défaitiste sur un scellé et fais-le comme si c'était le scellé qui allait sauver l'enquête. Ça a changé aussi quelque chose dans ta façon de voir les choses personnellement, d'avoir participé à cette enquête? C'est faire partie d'un tout, de le faire en plus d'une manière où tout le monde est motivé. Il n'y a vraiment personne à ce moment-là qui se dit je suis fatigué, je n'ai pas envie, oh, ça ne m'intéresse pas, etc. Tout le monde est hyper présent, hyper motivé, toujours prêt à s'entraider et à se soutenir. Je trouve que c'est vraiment un truc qui nous a liés et qui a fait évoluer aussi notre manière de travailler au laboratoire. Et en 2015, vous étiez prêt à ce moment-là à faire face à une telle arrivée de travail? En 2015, ça fait déjà quelques années qu'on travaille en collaboration avec la brigade criminelle, dans l'objectif justement que tout le monde parle un peu la même langue pour ce genre d'événement. Qu'on nomme les scellés de la même manière, qu'on sache vers qui se tourner, que toutes les constatations soient faites un peu de la même manière. Il faut savoir qu'en 2015, il y a eu avant Charlie Hebdo. On a changé un peu nos manières de procéder. On est un peu plus prêt. Et il y a forcément des choses qui ont évolué depuis et sur lesquelles on a eu un retour d'expérience. Qu'est-ce que ces événements ont changé dans les process du laboratoire à Paris? On a, pour les premières fois, démonté les armes dans l'objectif de justement essayer de voir s'il n'y avait pas un armurier commun ou que ces armes venaient du même endroit, etc. Maintenant, à partir du moment où on sait que ça a un lien avec du terrorisme, on va démonter les armes et essayer d'aller récupérer des zones les plus cachées possibles. 10 ans plus tard, qu'est-ce que tu retiens de ces jours d'effervescence au labo? J'ai l'impression que c'était il y a si longtemps et en même temps que c'était hier. Je pourrais retracer exactement les scellés que j'ai eu sous le nez, j'en ai encore le souvenir. Ça apporte toujours la même envie d'avancer, ça rend notre métier encore plus concret, ça rappelle l'objectif pour lequel on est là.